Bonjour. La Russie d'hier à aujourd'hui, récit et conte des temps passés et des temps qui ne passent pas, est le thème de notre émission aujourd'hui, qui visitera la légende des siècles et des steppes de la Russie et peut-être le silence retentissant de ces espaces infinis. Pour faire cette navigation sur les temps longs de l'histoire de la Russie, je reçois Pierre Gonod, historien et spécialiste reconnu de la Russie, qui vient de publier un excellent ouvrage, Contes doux amers de ma mère Russie, les temps passés, tome 1, aux éditions Vibration. L'entretien est précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et est suivi d'un extrait du début du film Amalfion, une présence bénédictine au mont Athos, réalisé par notre ami et collègue Alexei Vozniuk. Il s'est lancé dans une enquête historique sur l'existence méconnue du monastère des Amalfitains au mont Athos. Ce film a reçu le prix du meilleur documentaire 2025 au Christian Film Festival. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Rome-Istanbul, premier voyage apostolique du pape Léon XIV en Turquie, en visite à Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, du 27 au 30 novembre, où, ensemble, ils se rendront avec d'autres primats chrétiens en pèlerinage à Iznik. Iznik étant l'ancienne Nicée à l'occasion du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée en 325. Le pape se rendra par la suite au Liban du 30 novembre au 2 décembre. Aux États-Unis, en visite aux États-Unis en septembre dernier, le patriarche Bartholomée a été reçu par le président américain Trump au bureau ovale de la Maison-Blanche. À Manhattan, le patriarche a visité la cathédrale Saint-Nicolas au Ground Zero. Il a effectué une visite aussi à la célèbre université catholique, la Fordham University, qui accueille depuis plusieurs années la Orthodox Christian Studies Center, qui publie aussi Public Orthodoxy. Il a reçu à New York le célèbre Templeton Prize, un prix qui a été décerné à des personnalités mondialement reconnues comme Mère Teresa et le Dalai Lama et tant d'autres. En Italie, le patriarche Bartholomée a effectué début octobre une visite à la communauté grecque de Milan, à l'occasion du centenaire de l'installation de cette communauté en Italie. À Thessalonique, le président grec a accueilli plusieurs primats orthodoxes et le patriarche Bartholomée de Constantinople, l'archevêque Jérôme d'Athènes, le patriarche Daniel de Bulgarie et l'archevêque de Tirana Jean, et des représentants de différentes églises autocéphales à l'occasion de la célébration du centenaire de la revue Theologia, par la deuxième conférence scientifique internationale de cette revue qui est l'organe scientifique périodique officiel de l'Église orthodoxe grecque. L'archevêque Philothée de Thessalonique a prononcé à cette occasion le discours de clôture de ce forum qui a accueilli aussi le patriarche Bartholomée pour l'assemblée cléricale plénière de son diocèse de Thessalonique. À Moscou, un site internet consacré au saint patriarche Tikhon, patriarche de Moscou et de toute la Russie, à l'occasion du 100e anniversaire de son décès. C'est l'Université orthodoxe des sciences humaines Saint-Tikhon à Moscou qui maintient ce site. Au Liban, tenu au monastère de Balamand, au nord-Liban, du Saint-Synode du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, du 8 au 13 octobre dernier, sous la conduite et présidence de sa béatitude le patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient, avec la participation de tous les métropolitains de l'Église orthodoxe d'Antioche, les évêques des diocèses orthodoxes antiochiens au Moyen-Orient et dans le monde. Plusieurs tables rondes, carrefours ont été tenus, faisant intervenir des spécialistes pour éclairer les enjeux géopolitiques, juridiques, économiques, interreligieux, comme le dialogue islamo-chrétien et les enjeux de la paix civile, mais aussi les enjeux démographiques des chrétiens d'Orient et les enjeux pastoraux et caritatifs. Carole Sabat a livré une réflexion portant sur le momentum de l'Église orthodoxe d'Antioche en temps de crise. Le synode a décidé de former un nouveau diocèse orthodoxe antiochien en Turquie, intitulé diocèse de Tars, Adana et de la région d'Alexandrette, à Hatay, en Turquie. Et il a élu pour ce faire l'archimandrite Paul comme évêque auxiliaire du patriarche d'Antioche, qui a été félicité d'ailleurs par le patriarche Bartholomée, qui le connaît bien. Le patriarche Jean X a reçu par ailleurs une délégation russe ayant à sa tête le métropolite Théodore de Volgograd. En Grèce, l'archevêque Jérôme d'Athènes a accueilli dans le cadre des rencontres du Forum scientifique à Thessalonique, autour du centenaire de la revue Theologia, le patriarche Daniel, primat de l'Église orthodoxe de Bulgarie et les membres de sa délégation. En Roumanie, un afflux énorme de pèlerins à Iași, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour prier devant les reliques de Sainte Paraskeva. C'est l'un des plus grands pèlerinages en Europe de l'Est, dans la ville de Iași, dans l'Est de la Roumanie.
En Bulgarie, le patriarche Daniel de Bulgarie a rencontré le patriarche Bartholomée à Thessalonique, dans le cadre des rencontres de la revue Grec Theologia. Au menu des discussions, les préparatifs de la visite irénique qu'effectuera le patriarche Bartholomée à Sofia après l'accession au trône de l'Église de Bulgarie du patriarche Daniel. Pays de Galles, rencontre à Saint David's de la Commission internationale pour le dialogue théologique anglican orthodoxe. En Belgique, rencontre des évêques orthodoxes accrédités auprès de l'Union européenne autour du métropolite Athénagoras de Belgique. À Paris, réunion périodique de rentrée en septembre dernier de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France sous la présidence du métropolite Dimitrios de France. À Paris toujours, élection en la personne de l'égoumène Augustin Macbeth, d'un troisième évêque auxiliaire du métropolite Jean de Dublin. Le nouveau vicaire est affecté pour les paroisses de l'archevêché de la rue d'Aru en Grande-Bretagne et les pays scandinaves. En France, intronisation par Monseigneur Justin, évêque du diocèse serbe en France, de la première higoumène du Saint monastère serbe de la Dormition de la Sainte Mère de Dieu à Huchon. Grâce aux efforts du patriarche serbe Porphyre et de Monseigneur Justin, la nouvelle higoumène, Iona, et les moniales qui l'accompagnent de différentes nationalités ont fait revivre ce saint monastère abandonné du patriarcat de Serbie en France. À Paris, reprise des cours de la formation orthodoxie et médias que dirige Christophe Levallois à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. À Paris toujours, annonce du colloque international Saint-Serge 1925-2025, héritage et horizon pour la théologie orthodoxe du XXIe siècle, du 27 au 29 novembre à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. À Paris toujours, la journée académique de rentrée de l'Institut Saint-Serge s'est tenue le 20 septembre dernier avec une conférence de Sandrine Caneri intitulée « Les sources juives de la tradition chrétienne orthodoxe ». La journée a connu aussi le vernissage de l'exposition célébrant le centenaire de l'Institut. Publication Hymne de la divine liturgie, une nouvelle publication des éditions Apostolia avec la notation musicale byzantine. Le Tesson d'Agrigante, itinéraire de Nicole Thierry byzantiniste aux éditions Joe Betzinger. Cet ouvrage de Bertrand Thierry des espèces retrace l'itinéraire fascinant de Nicole Thierry, figure majeure de la byzantonologie française qui a accompagné un parcours exceptionnel au cœur de Byzance. Elle était sans couture, l'Église universelle dans le dialogue catholique orthodoxe aux éditions du Cerf de Roland Minrat. Nouvelle histoire du Concile Vatican II, 1959-1965, aux éditions Artege de Yves Chiron. Une autre vision du monde, les défis de l'icône, du père Michel Queneau, aux éditions Orthodruck. C'est un excellent ouvrage qui s'ajoute à la très belle et nombreuse série et collection sur les icônes présentées d'une manière didactique par le père Michel Queneau. Et maintenant, le grand entretien. La Russie d'hier à aujourd'hui, récit et conte des temps passés et des temps qui ne passent pas, est le thème de notre émission aujourd'hui, qui visitera la légende des siècles et des steppes et peut-être le silence retentissant de ces espaces infinis. En publiant Contes doux amers de ma mère Russie, Les temps passés, tome 1 aux éditions Vibration, Pierre Gonod a frappé fort, une nouvelle fois en nous faisant naviguer sur une matière bien travaillée, faite de contes romancés non sans lien avec les sources, un peu à la manière de Ferdinand Braudel, en historien des temps longs de l'histoire, en passant par les temps moyens et les temps courts de la Russie. Pierre Gonod, qui est une nouvelle fois mon invité, est professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à l'école pratique des hautes études spécialiste de l'histoire de l'Église orthodoxe russe et de ses saints et de l'histoire politique russe. Des temps anciens, de Riorik et bien avant ce prince Varek de la Russe de Kiev, en passant par le récit du prince Vladimir, descendant du premier grand guerrier amateur de femmes, fondateur des premiers remparts de la citadelle de Kiev, et qui s'est fait illustrer dans l'histoire du monde en voulant devenir chrétien orthodoxe et en faisant baptiser son peuple, tous en chœur dans le Dniepr, en passant par les temps du pieux évêque Jean, qui à Novgorod la Grande, la riche et orgueilleuse cité, devait lutter contre les inquiétantes survivances des temps païens, en passant aussi par les temps de saint Daniel de Moscou, quatrième et dernier fils d'Alexandre Nevski, puis par l'époque de l'archevêque Basile Kalika, moi, Basile, par la miséricorde de Dieu, archevêque de Novgorod, écrit-il. Puis les temps de ce frère Étienne de l'abbaye de la vieille cité de Rostov-la-Grande et de son œuvre missionnaire auprès des Permiens et autres tribus païennes de l'Oural. Puis vient les temps troubles d'Ivan le Terrible, fils attendu du tsar Basile III, héritier tant attendu qu'une prophétesse du royaume tatar de Kazan annonça qu'il sera terrible et il le fut.
en passant par les récits des histoires d'Ivan et du prince Andrei Kurbsky, en passant aussi par les temps de la fondation de la dynastie des Romanov, avec le prince Michel Fedorovitch, le premier tsar de la dynastie, en passant aussi par les récits de Stenka, Razine et Aliona, l'une de ses lieutenants, Aliona la nonne, qui ne craint rien, en passant aussi par Alexandre Menchikov, ancêtre des oligarques, en arrivant au temps napoléonien et du tsar Alexandre Ier, ennemi, allié et puis vainqueur de Napoléon. La fin du premier tome de ce livre, consacré au temps long, arrivé au temps entre 1830 et 1919, Pierre Gonod s'interroge si désabusée la mère Russie, qui aspirait à un nouvel avenir, avait fait un bon choix de ses prétendants. À travers ces récits qui proposent une lecture intime et émotionnelle des temps longs de l'histoire de la Russie, où se croisent maîtres, serviteurs, brigands et imposteurs, peur et grande espérance, quelles en sont les leçons à tirer sur l'aujourd'hui de la personnalité et l'âme russe? Ce qui la caractérise, la distingue, quels en sont ses saints et ses démons? Les facteurs de continuité ou de rupture? Faut-il passer par la lecture des temps passés pour comprendre la lecture des temps qui ne passent pas, qui feront l'objet du volume 2, apparaître semble-t-il au printemps 2026. Pierre Gonod, grand spécialiste de la Russie, nous le dira. Il est l'auteur de Ivan le Terrible et de l'histoire de la Russie d'Ivan le Terrible à Nicolas II aux éditions Taillandier, puis Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale aux éditions CNRS, puis Des-Ross à la Russie, histoire de l'Europe orientale avec Alexandre Lavrov aux éditions Nouvelle Clio, et enfin La guerre russe ou le prix de l'Empire d'Ivan le Terrible à Poutine aux éditions Taillandier. Pierre Gonod, bonjour. Bonjour. Alors, quel livre fantastique. C'est vraiment, j'ai commencé à le lire et je n'ai pas lâché. On rentre vraiment dans ce temps long qui caractérise vraiment ces immensités, ces étendues de la Russie. Alors, pourquoi le titre déjà? Commençons par le titre. Oui, Conte doux amer, parce que j'ai voulu lui donner un aspect un petit peu légendaire, bien mêler les données qui sont à peu près avéré, mais il y a toujours dans les sources anciennes ce côté mystérieux et un peu fantastique même parfois. Et donc il y a toute la piété orthodoxe aussi qui est liée à tous ces récits sur les saints. Bien sûr. Donc, les saints et les démons. Saints et démons, ah oui, oui. Bien entendu, ils sont très présents aussi. Et donc effectivement, il y a un aspect conte, doux par moments, mais amer aussi, parce que c'est une histoire difficile, une histoire cruelle par moments, et une histoire longue, donc effectivement, on vieillit avec elle, d'une certaine façon. C'est pour ça que j'ai pris cette image de la mère Russie, qui peut être très jeune et très puissante, et puis à certains moments, plus sous l'aspect d'une femme âgée déjà, ou d'une femme mûre, qui réfléchit sur son destin. Alors, venons-en un peu au style, parce que en fait, c'est des contes. Comment vous avez fait la construction? C'est un peu romancé, mais en même temps, c'est des contes, mais en même temps, c'est lié à des sources. Voilà, donc c'est lié d'abord à une chronique qui s'appelle justement Le récit des temps passés, donc là je n'avais pas besoin d'aller chercher mon titre très loin. Et puis il y a des vies de saints, donc tout ce style hagiographique qui est important. Il y a les icônes, les fresques que l'on trouve à Novgorod, à Kiev, à Moscou, et qui ont aussi une puissance d'évocation très forte. Et après, c'est moi qui ai bouché les trous, si j'ose dire, ou qui en tout cas... En mettant des éléments liants. Voilà, par moment, et ajouter un peu la façon dont je l'imaginais pour faire effectivement un récit plus vivant. Alors, ça remonte vraiment à des temps très, très anciens. Vous pouvez nous donner un peu juste le périmètre du départ et l'arrivée? Ça commence vraiment avec les tribus slaves primitives telles qu'on nous les décrit avant le christianisme, qui vivent dans la région de Kiev et jusqu'à Novgorod, et donc leurs mœurs qui sont plus ou moins sauvages. Et d'autre part, on a retrouvé, ça c'est l'archéologie qui nous donne aussi des éléments, ces babas de pierre, comme on les appelle, kamenye bab, qui sont donc des statues de femmes. Alors parfois femmes avec des attributs différents, mais plutôt des femmes quand même, comme ces statues préhistoriques aussi. Vous avez des femmes au volume ample, et donc j'ai essayé d'imaginer celle qui a pu inspirer la première de ces statues et qui était en quelque sorte la femme tutélaire d'une tribu slave au tout début, dans cette période préhistorique, non datée. Après, donc, là, on avance vers les premiers Russes, le peuple scandinave qui va donner son nom à cet espace et qui va le coloniser et surtout lui donner sa dynastie, qu'on appelle les Rurikides, du nom de Rurik, le premier prince mythique qui s'est installé à Novgorod. La figure fondatrice. Voilà, c'est pour ça qu'on dit la dynastie des Rurikides.
jusqu'au fils d'Ivan le Terrible, puisqu'on reconstitue donc toute une lignée jusqu'à la fin du XVIe. Et ça, c'est attesté dans les sources, en fait, cette lignée. Alors Rurik, le premier, pas trop. Disons qu'on voit bien qu'il y a des éléments légendaires, de même son fils Igor, mais on sait bien qu'il y a un prince Igor qui meurt en 945 et ses descendants sont avérés. Donc là, après, on est déjà dans l'histoire. Alors on arrive à la figure de Vladimir aussi. Voilà. Volodymyr aussi, on dit les deux aujourd'hui. On peut dire les deux, tout à fait. Alors Volodymyr ou Vladimir, c'est le petit-fils de cet Igor. Et donc lui, il règne à Kiev longtemps, de 980 à 1015. Et pendant cette période, il fait le choix, alors qu'il est au départ païen, de devenir chrétien. Donc c'est un tournant. Et il est raconté amplement dans la chronique pourquoi il a choisi entre plusieurs religions. Donc il y a un aspect de choix éduqué qu'il a pu faire. Et d'autre part... Avec méthodologie. Voilà, oui. Pourquoi plutôt l'Église orthodoxe? Parce que sa grand-mère Olga déjà s'était fait baptiser, Sainte Olga, qui est évidemment une sainte de l'Église orthodoxe russe, ukrainienne et biélorusse, encore, de nos jours. Et puis, donc, il instaure une église, l'institution, il crée les premières cathédrales, donc c'est vraiment ce moment. Mais donc, j'imagine aussi sa fin en 1015, qui est racontée, où il est malade, et effectivement, le bilan. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce qu'après moi, ce sera toujours le christianisme, ou ça va revenir au paganisme? Et donc, il a une espèce de méditation au moment de sa mort, donc qui est le but du récit que j'ai inséré à ce moment-là. On voit très bien comment, en fait, aussi, dans les différents récits, il y a le paganisme, il y a aussi une période de syncrétisme entre en fait les deux, et il y a aussi cette mission, je dirais, comme par exemple l'évêque Jean, cette mission c'est une sorte de missionnaire en fait pour un peu évangéliser les peuples de l'Oural, etc. Et donc on a cette lutte entre ce que moi j'appellerais les saints et les démons de la Russie. Alors, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la christianisation, c'est une œuvre de longue haleine. De longue haleine. On peut dire que c'est vraiment sous Ivan le Terrible, là donc au XVIe siècle, que l'ensemble des pays russes sont bien christianisés. Il y a des monastères au fin fond des campagnes, il y a des paroisses. Mais entre-temps, eh bien, ça a été un travail de longue haleine, une sorte de duel. Alors, on commence par les villes, mais même dans Novgorod la Grande, là, l'épisode que je raconte se situe en 1169, donc ça fait déjà quelque temps que le christianisme est implanté. Le baptême de la Russie. Voilà, eh bien, il y a encore des croisements entre des survivances de paganisme et d'autre part ces miracles orthodoxes qui eux font profonde impression et vont s'enraciner, en particulier là, le miracle qu'on appelle de la Vierge du Cygne qui protège la ville de Novgorod contre ses assaillants chrétiens au demeurant et donc consacre un petit peu l'autonomie de Novgorod. Novgorod est une ville protégée, une ville sainte avec ses propres évêques saints eux aussi. Et donc là, il y a cette atmosphère de confrontation des deux. Alors, vous consacrez par exemple aussi une sorte de récit sur Démon et la Madone. Comment en fait on peut dire deux mots peut-être là-dessus? Alors donc l'idée, peut-être lire un texte là-dessus. À la base, oui, on a donc cet évêque Jean qui est bien connu et sur lequel on a deux récits de miracles que j'ai emboîtés en quelque sorte, mais qui sont les deux attribués à son épiscopat. Donc le premier, c'est lorsque Novgorod est donc assiégé par les troupes de Souzdal, étant donné qu'il y a des rapports de pouvoir, et il va avoir une vision qui lui dit d'aller chercher une icône précise dans une des églises de la ville et de l'installer sur les remparts. Et effectivement, c'est ce qu'il fait et qui va effectivement protéger la ville. Et puis le deuxième récit raconte comment une nuit, il a trouvé un petit démon qui se baladait dans ses appartements, mais qu'il a poussé dans le bénitier. Et donc là, le démon était piégé. Il ne pouvait plus sortir à cause de l'eau bénite. Et à ce moment-là, il acquiert un pouvoir sur le démon. Et ça, il y a beaucoup d'histoires monastiques ou épiscopales comme celle-là, où il y a une sorte de transaction entre l'homme de Dieu et le démon. Et donc, il lui dit, bien, si tu veux que je te libère de ce piège où tu es tombé, à ce moment-là, eh bien, tu vas me servir de cheval, tu vas m'emmener à Jérusalem. Et donc là, c'est l'atmosphère des pèlerinages,
mais ça se fait en une nuit, d'une manière fantastique. Et donc l'évêque arrive et visite de nuit, toutes les portes s'ouvrent de façon tout à fait magique, on pourrait dire. Mais le contrat convenu, c'est qu'il n'en parlera à personne. Et donc, comme à un moment donné, il raconte cette histoire à quelques-uns de ses fidèles, là, le démon reprend sa liberté et essaie de se venger. Et donc, là, il y a un épisode où il va essayer, en fait, de le piéger. Et finalement, ça va se terminer mal pour lui. Donc, le démon apparaît là sous les traits d'une femme, évidemment, qui sort des appartements de l'évêque. Donc, il aurait une concubine, il aurait une maîtresse. Et à plusieurs reprises, elle laisse traîner des vêtements donc compromettants, là aussi. Donc, il va se faire accuser par ses fidèles d'être un évêque, évidemment, corrompu. Et c'est à ce moment-là que tout va se produire, comme je le raconte ici. Ils conduisirent le saint, le vénérable, le chaste, prêtre de Dieu Jean au grand pont. Alors le grand pont, il y en a un seul qui relie les deux rives de Novgorod. Le grand pont qui enjambe le Volkhov. Le maudit pont de Perun, ça c'est la divinité païenne d'avant qui avait maudit ce pont. Ils firent mine de le jeter du tablier avec de gros rires, puis ils se retinrent, ils le firent descendre sur la rive et ils l'installèrent donc sur un radeau. Une foule dense s'était à troupeau sur le pont et le long des berges. Quand le prêtre de Dieu Jean fut installé sur le radeau, voilà que les croquants coupèrent les amarres, repoussèrent l'embarcation au milieu du courant qui était violent. Le saint restait à genoux, les mains levées vers le ciel, et criait à pleine voix « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, vous pourrez voir... C'est extraordinaire, en fait. Se produire. Tous ces récits, c'est vraiment, en fait, c'est un livre excessivement riche. Alors, en fait, c'est le tome 1, c'est-à-dire qu'on s'arrête... Bien sûr, on va avancer, Ivan le Terrible, la dynastie des Romanov, puis par la suite Alexandre Ier, en fait la figure d'Alexandre Ier, jusqu'au temps 1830-1917. Et le deuxième tome va être en fait les temps qui ne passent pas, c'est ça, à partir de... C'est-à-dire à partir de la Révolution. Hein, de la Révolution. Ouais. Donc ces temps qui sont mal digérés, on le sent même de nos jours, puisque le président actuel en parle de façon contradictoire, en disant que la fin de l'URSS est la plus grande catastrophe qu'ait connue le pays, et d'un autre en regrettant justement certains excès, et en particulier donc la politique de Lénine vis-à-vis de l'Église. C'est ça, oui. Donc, puisque lui a remis à l'honneur tout à fait la piété orthodoxe. Donc on a effectivement un passé récent qui a laissé des traces dans toutes les familles. Tout le monde a connu la répression d'une manière ou d'une autre, et tout le monde a connu la guerre, évidemment. Donc là, c'est à partir d'histoires, certaines qui concernent des personnages historiques, d'autres plus modestes, des gens ordinaires. Très bien, donc ça va être vraiment impatient de l'attendre, ce tome 2. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce temps long, en fait, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Cette lecture permet vraiment une lecture romancée, mais en même temps, en fait, basée sur des sources, sur des chroniques, et donc un livre hyper intéressant, en fait, qu'on lit vraiment de bout en bout, d'une manière très, comment dire, avec beaucoup d'appétit. En tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Et à la prochaine, alors, au tome 2. Voilà, au tome 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, je vous laisse avec un extrait du début du film Amalfion, une présence bénédictine au Mont Athos, réalisé par notre ami et collègue Alexei Wozniuk. Il s'est lancé dans une enquête historique sur l'existence méconnue du monastère des Amalfitains au Mont Athos. Ce film a reçu le prix du meilleur documentaire 2025 au Christian Film Festival. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Le mont Athos, une république monastique orthodoxe située au cœur de la Grèce. Depuis plus de 1000 ans, des moines orthodoxes venus des 4 coins du monde y trouvent un refuge spirituel, loin des tumultes du monde. Leur existence est entièrement consacrée à la prière, à la méditation et au travail quotidien.
Pour moi, comme pour la plupart des orthodoxes, le mont Athos représente une référence spirituelle de l'orthodoxie, héritée des traditions des pères de l'Église. Depuis toujours, il est réservé exclusivement aux chrétiens orthodoxes. Pourtant, il y a 10 ans, pendant mes études au séminaire orthodoxe, j'ai entendu parler de l'existence d'un ancien monastère bénédictin au mont Athos. Cette information m'a profondément surpris. Comment ce bastion de la foi orthodoxe avait-il pu accueillir un monastère latin? Les informations sur ce sujet sont très rares et l'accès aux archives du mont Athos extrêmement restreint. Ne trouvant pas de réponse, j'ai laissé cette question de côté pendant des années, jusqu'au jour où, par hasard, j'ai découvert que la réponse avait toujours été tout près de chez moi.